Alors, nous allons tout de suite regarder du côté du téléphone encore. On continue avec, cette fois-ci, le professeur Rorom Chantal. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, haïtien de cœur. Professeur, comment ça va? Ça va bien, merci. Haïtien de cœur, comme vous l'êtes d'ailleurs. Hmm. Alors, quand on regarde ça, professeur Rorom Chantal, Haïti a encore basculé dans la violence et chaque fois on dit que bon, là, on a atteint le bas-fond, mais là, ce qui s'est passé entre samedi et dimanche soir, là, entre samedi soir et dimanche, vraiment, là, oui, on a déjà eu des prisons qui ont été éventrées, mais là, c'est vraiment la prison centrale d'Haïti. Oui, Et, et puis, avec une capacité vraiment extraordinaire des bandits, des mutins, et sans coup férir, quoi. vous avez tout à fait raison quand vous dites que à chaque fois on pense que l'on touche le bas-fond et on continue à étonner, on continue d'étonner au sens où on pouvait creuser encore plus profondément. C'est vrai, et c'est une belle image. Mais ce qui est arrivé, Jean-Ernest, au cours des dernières heures en Haïti, était tout à fait prévisible. Pourquoi? Parce que les gangs ont clairement annoncé leur intention d'assauter les centres carcéraux du pays. Vous avez parlé du plus grand centre carcéral en Haïti, le pénitencier national au cœur de Port-au-Prince, mais il y a également une prison à Delma 33 qui a subi le même sort et une autre un autre centre carcéral à la Croix des Bouquets, je dirais à la sortie nord-ouest de Port-au-Prince. Bon, voilà. Les banques avaient annoncé cela de départ. Et depuis quelque temps, il y a un chef de gang qui sont très très puissant, qui dénonçait le fait qu'il ait donné de l'argent à des juges pour la libération de certains prisonniers qui lui sont proches, mais que cela n'a pas été fait et il ne l'a fait très clairement de procéder lui-même à leur libération. Peut-être, pour terminer, ce qui étonne, c'est la convergence contre ces gangs soi-disant rivaux pour l'occasion, car tous les principaux gangs ont ligué dans cet effort, dans l'assaut qu'ils ont lancé contre les centres carcéraux. Maintenant, ça soulève des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tous, ces gangs, des gens qui étaient emprisonnés, ou bien parce qu'ils reçoivent des instructions des mêmes chefs? Enfin, est-ce que les maîtres du pays, nationaux et internationaux, ne sont pas en train d'instrumentaliser les gangs, d'entretenir le chaos pour justifier l'urgence du déploiement d'une force multinationale qui pourrait, dans ce cas, même être précédée par le déploiement de marines américains, de soldats américains sur le sol haïtien si cela se poursuivait. Alors, professeur, permettez-moi de ne pas partager la deuxième partie surtout, à savoir si les Américains voulaient participer, rentrer en Haïti, ils ont reçu une demande et de la part des autorités, en tout cas, entre guillemets, autorités de facto, hein, n'est-ce pas, d'aller apporter assistance. Il y a eu une résolution qui a été refusée par le Conseil de sécurité et à partir de cette situation-là, si les États-Unis voulaient prendre le dossier, les États-Unis auraient pu et les États-Unis avaient même le choix d'offrir ce dossier-là au Canada qui a refusé et ce n'est que le Kenya qui a été le premier à lever la main. Autrement dit, si les États-Unis voulaient, avaient la capacité, quand on regarde les États-Unis, ils ont les mains remplies. Les mains sont remplies de dossiers
où on demande la présence de soldats américains, etc., des armes, etc. C'est un petit peu pour ça, j'ai l'impression, qu'on n'en prend pas d'autres dossiers. Et Haïti n'est pas suffisamment prioritaire pour les États-Unis pour justifier le déploiement d'une force américaine en Haïti. C'est ce que je crois. Mais vous avez raison, mais peut-être partiellement. Je vais essayer de vous expliquer succinctement. Les Américains l'ont fait, par exemple, en 2004, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide en exil pour la deuxième fois. Ils ont déployé des Marines américains qui ont rétabli, entre guillemets, l'ordre en attendant le déploiement plus tard, dans quelques mois, de la force internationale dirigée par l'ONU, la MINUSTAH. Donc ils l'ont fait, ils se sont retirés quelques mois plus tard. Pourquoi les Américains ne sont pas très très enthousiastes à intervenir en Haïti? Mais en raison de leur bagage historique, du caractère controversé de leurs interventions précédentes au pays, du fait que de telles initiatives sont très très impopulaires, mais aussi parce qu'ils vivent dans une démocratie où les dirigeants sont constamment interrogés sur l'opportunité d'entreprendre de telles interventions, mais aussi, ça on le sait, parce que les Haïtiens ne sont pas considérés comme les Ukrainiens, comme les Israéliens, on est considérés comme des sous-personnes, pour utiliser l'expression de George Orwell, le célèbre écrivain britannique, mais que d'autres auteurs sont utilisés. Autrement dit, la question qui se pose, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer, d'exposer des soldats américains à la mort? C'est pourquoi, même si les Américains le voulaient, ce n'est pas très facile. C'est pourquoi ils vont chercher à sous-traiter le leadership militaire à d'autres pays partenaires, amis, le Canada qui l'a refusé, entre autres, afin d'intervenir. Mais ce sont les Américains les vrais maîtres de la question. Et donc, s'il y avait une raison, une excuse qui justifiait du point de vue de l'opinion publique américaine, comme par exemple l'évasion des prisons et le massacre d'un nombre très très important d'Haïtiens, à partir de ce moment, ils diraient, malgré nous, on va le faire pour nous retirer dès que l'on pourra. Alors, on verra. Mais pour l'instant, professeur, ce qui est important, c'est que Haïti, on a toujours dit qu'Haïti n'était pas dirigé, Haïti n'était pas organisé, mais là, celui qui prétend être le dirigeant est à l'extérieur. Et en plus, on a remarqué qu'il y avait plusieurs ministres qui étaient à l'extérieur et qui ne peuvent toujours pas rentrer au pays. C'est vraiment un pays en pause ou sur pause, où ça ne fonctionne vraiment pas. La seule chose qui fonctionne, c'est la violence des bandits armés. Mais le pays a toujours été dirigé, en tout cas, n'a pas été dirigé depuis que M. Ariel Henry est arrivé au pouvoir, et ça a même précédé son arrivée au pouvoir. La population était prise d'assaut chez elle, sous Jovenel Moïse, les gens tombaient tels des animaux. Et même des mouches. Des mouches, c'est ça que je voulais utiliser comme expression, comme image. Et sous Jovenel Moïse, ce qu'il restait de l'autorité de l'État s'est complètement effondré. Et c'est en ce sens qu'on ne comprend pas, et moi je comprends, pourquoi des pays comme le Canada, les États-Unis continuent à confirmer leur appui à quelqu'un qui, à aucun moment de la durée, n'a rien fait pour défendre la population. En ce sens-là, les gangs étaient toujours là et ils ont confirmé leur contrôle. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce accidentel que tout ça s'est produit au moment justement de l'absence du Premier ministre? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de diversion, au sens où on le sait aussi que la plupart des gangs
sont financés par le parti au pouvoir PHTK, ont reçu des armes des États-Unis. L'ONU en a appelé aux pays qui acheminent des armes, qui laissent exporter, envoyer des armes en Haïti. L'ONU leur a demandé de prendre des mesures pour empêcher de telles actions. On n'a rien entendu du côté des États-Unis. Et regardez ce qui s'est passé. Le chef de gang ISO s'est vanté de l'utilisation qu'ils ont faite de drones qui leur ont donné des informations précises, leur permettant de localiser les policiers qui ont été humiliés. Mais ces drones ISO n'est pas parti les acheter. Il est alimenté par des gens au sein de la société haïtienne. Les Américains qui disposent de systèmes de renseignement au niveau du monde ne sont pas censés ignorer cela. Ils n'ont rien fait car ils pratiquent ce que l'intellectuel camerounais Achille Mbembe appellerait la nécropolitique. Ils ont droit de vie et de mort sur certaines populations. Ils ne se privent pas de l'exécuter. Ils ont un projet qui n'est pas celui de contribuer à installer la démocratie, à instaurer une démocratie fonctionnelle digne de ce nom en Haïti, mais le projet d'organiser des élections le plus vite possible afin de faciliter l'accession au pouvoir d'élites dociles. Et si vous, les Haïtiens, vous vous y opposez, à partir de ce moment, ils vont laisser faire. Professeur, une dernière question. Est-ce que c'est pas le début de la fin pour Ariel Henry aussi? Est-ce que, en tout cas, le geste qui est fait ou qui n'est pas fait par les Américains peut être significatif dans le sens, il est pris à l'extérieur entre des rafales de mitraillettes sur le territoire et les bandits disent dehors des honnêtes et que Ariel ne doit pas rentrer. Il aurait fait une demande aux Américains de l'aider à rentrer, de lui donner une certaine forme de protection. Mais en fait, ça fait depuis, il est à l'extérieur. Autrement dit, il ne vaut pas la peine. Les Américains auraient pu tout simplement décider de l'accompagner et de le sécuriser le temps d'arriver à Port-au-Prince. C'est entre deux volets de bois vert, n'est-ce pas? Et pourtant, ils n'ont rien fait. Mais écoutez, ça on le sait depuis un temps que Ariel Henry, c'est un dead end, c'est un cul-de-sac. On ne va nulle part avec lui, et je pense que les Américains le savent aussi. Ils peuvent ne pas avoir encore trouvé une formule pour le remplacer par quelqu'un digne de confiance du point de vue des Américains. On n'ira nulle part avec Ariel Henry, ils en sont rendus compte. Maintenant, est-ce qu'ils vont garder Ariel Henry à l'extérieur? Je ne suis pas certain, mais ça ne m'étonnerait pas non plus si c'est cela qu'il faisait. À partir de ce moment, la question qui se pose, c'est celle de savoir jusqu'où les Américains laisseront pourrir la situation, jusqu'à quel point, pour justifier le déploiement dans l'urgence d'une force multinationale et par quelle formule de transition ils vont passer pour installer un nouveau gouvernement. En terminant, je soulignerai seulement que nous savons que la société civile haïtienne a élaboré un projet de transition très très clair, dit l'accord de Montana. Je n'en fais pas partie. Certaines des personnalités qui sont derrière l'accord peuvent soulever des controverses, mais l'accord, c'est celui qui est le plus proche d'une perfection en matière de transition. Je suis certain que les Américains n'appuieront pas un tel accord car ils s'éloignent de leur modalité, et de leur plan. Merci beaucoup, professeur Rorom Chantal, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Merci et on se reparle, professeur. Prenez bien soin de vous. Je vous en prie. Merci, vous aussi. Bonne émission. Au revoir. Merci, au revoir.